Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager une petite anecdote. Sur Temps Long, on a reçu à peu près une vingtaine de personnalités, des intellectuels, des responsables politiques. Souvent, ces personnes viennent seules, ou avec des chargés de com, ou bien avec des assistants parlementaires. Aujourd'hui, notre invité a pour particularité d'être sous protection policière pour toutes ses apparitions publiques. Il faut dire qu'elle a commis un des plus grands crimes, peut-être, dans la France 2025. Elle a écrit un livre, ce livre-là, Les Nouveaux Antisémites. Mon invité est Nora Bussini. Nora Bussini, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais de rien. Alors, en quelques mots, pourquoi ce livre vous a causé autant d'ennuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, je m'attendais quand même à ce que cet ouvrage, qui est donc une enquête, qui s'appelle Les Nouveaux Antisémites, et dont le sous-titre est Enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche. Donc ça donne déjà un petit peu le ton. Je savais que j'allais affronter ce qu'on surnomme la meute. C'est pas moi qui les surnomme ainsi, c'est Charlotte Belaïch et Olivier Perroux qui ont fait un livre sur la France insoumise et la manière dont ils ont d'agir. Donc j'étais déjà préparée vu que leur ouvrage est sorti avant le mien, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et que ça vienne en plusieurs temps, qui plus est. Donc c'est-à-dire que les attaques sont coordonnées, d'après vous, par un parti politique? Par des membres d'un parti politique, en effet. Des figures d'un parti politique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va venir en plusieurs temps. Moi, quand mon livre est sorti, j'ai la chance d'avoir fait une grosse promo médiatique, d'être déjà en France, mais aussi à l'international. Mon livre a été très bien reçu, j'ai beaucoup de lecteurs. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux que s'est opéré ce déferlement, sous forme de nombreuses vagues. D'abord, il est apparu par le biais de militants, de collectifs militants, notamment pour intimider des conférences, des rencontres que je pouvais donner. D'accord, donc pas des partis politiques à ce stade? Pas des partis politiques à ce stade. Il y a eu des critiques sur l'ouvrage en tant que tel, mais moi je fais tout à fait le distinguo, par exemple sur un Manuel Bompard qui estime outrancier le fait que j'ai consacré une partie de mon livre sur Rima Hassan, et notamment sur des révélations de son passé. Mais pour moi, je n'appelle pas ça du cyberharcèlement, que Manuel Bompard critique ce chapitre et mes interviews sur le sujet. Le cyberharcèlement, c'est autre chose, et on le verra dans un second temps. Donc j'ai eu des critiques de partis politiques, enfin de figures politiques, mais ça provenait initialement effectivement de militants, notamment au niveau local. Ça a été le cas pour trois événements que j'ai en tête. Je me suis rendue à Strasbourg, qui est une ville à laquelle je dédie un chapitre de mon livre, sur laquelle j'ai enquêté. Et à Strasbourg, une conférence publique a été donnée. Et les organisateurs de cette conférence ont reçu des pressions des militants qui se prétendent pro-palestiniens, mais on y reviendra peut-être, j'appelle pas ça être pro-palestinien, de ne pas appeler à la paix, et d'appeler plutôt à la violence et à la détestation. Et donc ces militants ont ciblé les organisateurs et ont fait des pressions pour que je ne puisse pas, que cette conférence ne se déroule pas correctement. Heureusement qu'il y avait une protection policière très bien organisée. Et même chose, rebelote, à Marseille, où le président de la région, Marseille, Renaud Muselier, a organisé une grande agora contre l'antisémitisme. C'est un moment magnifique. Et il y a eu une véritable campagne de haine exercée en amont afin de pouvoir perturber la tenue de cet événement, tenue où notamment une dame rescapée d'Auschwitz venait livrer quand même son témoignage. Donc ils ont diligenté ça par le biais des réseaux sociaux, relayé par un agent d'influence de la République islamique d'Iran, qui est un influenceur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que je cite dans mon livre. Mais encore une fois, les services de l'État, les renseignements territoriaux ont fait un travail formidables et qui ont permis de nous protéger. Finalement, le jour J, il n'était qu'une quarantaine à hurler dehors inlassablement les mêmes slogans. D'accord, donc c'est intéressant. On voit quand même qu'il y a une différence entre le bruit sur les réseaux sociaux et la réalité. Oui, la réalité, mais les deux, c'est ça le problème aussi, c'est qu'au début, je sous-estimais. J'étais persuadée que ça restait sur des réseaux sociaux, des insultes quotidiennes. Je sais que tu en subis, j'en subis aussi tous les jours, mais pour moi, c'était des insultes. Après, Marseille, il y a eu la Suisse.
C'est là où on a vu les choses monter d'un cran. C'est là où j'ai eu une protection policière et une sécurité permanente en Suisse, après qu'une militante sur les réseaux sociaux ait fait une vidéo contre moi, après mon passage sur Quotidien, et qu'elle ait mis et précisé dans les commentaires que je venais à Lausanne et à Genève présenter mon livre. Donc immédiatement, il y avait des menaces dans les commentaires précises, auxquelles elle répondait d'ailleurs, qui appelaient à venir me trouver lors de ces conférences. Il y a eu des vraies recherches de militants, ce que m'expliquaient les forces de l'ordre, pour pouvoir trouver les lieux de l'événement, qui étaient notamment dans une école juive. Et ils en sont venus à cibler mon agente, que j'embrasse, qui s'appelle Yael Boone, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir l'afficher elle aussi. Et il y a eu une vraie mise en danger qui a conduit, en plus de la sécurité privée, les forces de l'ordre à venir protéger la rencontre à Genève. D'accord, donc si on refait un peu la cartographie, votre livre est sorti. Vous avez eu des menaces sur les réseaux sociaux d'indigénistes, d'agents de la République islamique d'Iran, j'imagine de militants peut-être féministes, intersectionnels, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, LFI est passé à l'attaque. Exactement. Donc comment ça s'est passé pour LFI ? LFI ? C'est exactement pile à Genève, justement, quand je me relevais. On est quand même accompagné de personnes qui sont armées avec vous, parce que vous avez écrit un livre et que vous racontez cet ouvrage. Donc, conduite à ma chambre d'hôtel, je découvre sur mes réseaux sociaux qu'un député de la France Insoumise me cible directement et nommément suite à un portrait qui a été fait de moi dans Libération. Il me présente comme une égérie de Libération et il affirme que je serais, ce qui est complètement lunaire, rien que de le dire, une agente ou une lobbyiste des Émirats Arabes Unis. Il veut pour preuve de mettre en avant une revue, un organe de presse qui s'appelle Écran de Veille, avec lequel je collabore, puisque je suis journaliste indépendante, je le précise. Je travaille avec plusieurs rédactions, Le Point, Franc-Tireur, Marianne, Écran de Veille, Conspiracy Watch, etc. Il met, suite à ce tweet-là, l'adresse de la rédaction. Il surligne l'adresse de la rédaction, ce qui est extrêmement important. Et donc lui, il estime que cette rédaction serait financée selon des informations de Mediapart qui datent de 2023 par les Émirats Arabes Unis, ce que dément formellement la direction. Mais lui, c'est ce qui déclenche. En fait, il vient sonner la lalie en l'occurrence. On peut dire le nom du député en public ? Vous pouvez le dire. Oui, c'est Paul Vannier. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des vagues de harcèlement de députés LFI, assez souvent, c'est des députés qui sont un peu des kidams en marge du parti, qui ne sont pas dans les décideurs. Paul Vannier, pour le coup, c'est une des têtes pensantes du parti. Est-ce que vous pensez que ce parti politique a eu vraiment, de manière pensée, structurée, l'idée de vous harceler ? Et si oui, pourquoi ? Ce sera la justice de décider de savoir s'ils ont une volonté de me harceler, mais il y a des faits. Les faits, en l'occurrence, c'est que j'avais été auditionnée, à l'instar de mon confrère Emmanuel Razavi, qui est grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Nous avons été auditionnés tous les deux à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui est une commission d'enquête qui vient établir des liens entre des partis politiques et l'islam radical. Nos deux auditions, nous avons effectivement mis en lumière par des faits précis, sourcés et datés, c'est important de le dire, beaucoup en source ouverte notamment, des moments qui viennent établir des proximités avérées avec des militants radicaux ou avec des organisations reconnues comme terroristes ou encore avec des émanations des frères musulmans. Cette audition, le public pourra la découvrir, elle est publique, elle est accessible sur YouTube. Et à cette issue, Paul Vannier nous a donc ciblé, Emmanuel Razavi et moi, en voulant rendre finalement caduques nos auditions, et parce qu'il expliquait que nous étions donc des lobbyistes des Émirats Arabes Unis, donc nous avions fait de l'ingérence à l'Assemblée nationale. Et donc, moi je ne peux pas répondre sur le fait que c'était diligenté et organisé. Ce que je peux juste dire en tout cas, c'est qu'à aucun moment je n'ai répondu à Paul Vannier. Celui-ci a fait de très nombreux posts à mon sujet sur les réseaux sociaux. Mon avocat, maître Romain Vanni, l'a très bien établi, sans que je ne réponde à aucun moment, même sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la commission ou quoi que ce soit, notamment sur une manifestation féministe, sur différentes plateformes, dans un temps limité, en me livrant à la vindicte et surtout en surlignant l'adresse d'une de nos rédactions qui a été contrainte de déménager suite à des menaces qu'ils ont reçues, de déménager dans des locaux anonymisés. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme contrainte ou en tout cas comme retombée suite à ces postes ? Alors, un cyberharcèlement massif. On a, dans le cadre de la plainte, on appelle ça un cyberharcèlement en meute.
puisque... Ça se traduit comment? Alors, cyberharcèlement en meute, c'est, encore une fois, en un temps limité, immensément, vraiment une quantité immense de posts insultants. On parle d'un cyberharcèlement raciste, puisque je suis effectivement franco-marocaine. J'ai une partie de ma famille qui est de confession musulmane, moi non. Donc des cyberharcèlements racistes en me traitant de sale arabe, arabe de service, traîtresse, etc. Sexiste. Énormément d'insultes me traitant de sale pute, salope, des propos visant à me faire pratiquer des pratiques sexuelles explicites et antisémites. Alors là, j'étais un peu assez surprise, je vous cache pas, parce que en tant que non-juive, je ne savais pas que je pouvais subir de l'antisémitisme, mais on m'a expliqué que si. Comme ça, vous voyez bien ce qu'on ressent. Tout à fait. Ben voilà. Effectivement, parce que il y avait cette portée avec des propos insultants comme youpin, qui sont des propos antisémites, ou encore me traiter de sale sioniste, génocidaire, etc. Enfin, voilà, c'était une quantité immense. On a recensé dans des propos comme ça, on avait beaucoup trop de captures d'écran, mais plus d'une centaine de captures d'écran explicites, avec parmi elles notamment des menaces de mort. Toujours des anonymes. Alors des comptes anonymes, effectivement, mais des comptes anonymes qui venaient répondre à Paul Vannier, ou qui venaient répondre directement à mes posts au sujet de ma plainte. Mais donc, dans un cas de défense de Paul Vannier. Que ces posts soient aussi nombreux sur un laps de temps, aussi raccourci, est-ce qu'il vous laisse penser que c'est pas téléguidé? Parce que je suis journaliste d'investigation. Et donc, je me réfère aux faits. Et tant que quelque chose n'est pas établi, je préfère ne pas le dire. Mais j'entends, et vous n'êtes pas le seul à penser cela. Mon confrère Emmanuel Razavi a travaillé sur la question de, justement, un sentiment près de fait que ces députés auraient été déclenchés. C'est en tout cas les analyses qui ressortent. Moi, je préfère juste dire, en tout cas, qu'il y avait une simultanéité dans l'attaque, dans le discours employé, dans les accusations absolument folles alliées que nous avons pu recevoir, dans une volonté de nuire à nos auditions respectives. Je vais me hasarder à une hypothèse sur cette émission. J'ai l'impression que quand on vous attaque, c'est pas vous en fait qui êtes attaqué, c'est toutes les personnes, les journalistes, les responsables politiques, associatifs qui voudraient dénoncer ce que vous dénoncez. Et en fait, c'est comme si on allait vous châtier pour l'exemple, pour faire taire d'autres voix potentiellement dérangeantes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, je suis de cet avis. Pourquoi? Puisque à chaque fois, j'essaye de montrer à quel point nous avons la majorité silencieuse de notre côté et qui est parfaitement consciente de l'antisémitisme en France, qui le dénonce et qui dénonce des méthodes radicales de partis politiques extrémistes, en l'occurrence. Et à chaque fois, ces soutiens vont se manifester par des likes, par des messages privés, par un engouement qui se répercute notamment dans les ventes. C'est le cas de mon livre, qui a la chance de connaître un très beau succès, mais celui aussi d'Arthur. Je pense à son livre qui est dans les meilleures ventes en France, alors qu'il subit un cyberharcèlement massif et qu'il est sous protection permanente. Mais ça vient effectivement dissuader. J'ai même eu des messages qui le confirment et qui disent « Mon Dieu, dès qu'on tente juste de faire un commentaire de soutien sous vos posts, on subit nous aussi un harcèlement, des menaces, des insultes de compte. » Donc en fait, ça vient dissuader le kidam qui va essayer d'apporter son soutien par un autre biais, justement. Parce que vous avez pas mal d'intellectuels, de journalistes, de responsables politiques qui auraient pu exprimer un soutien, mais qui sont restés muets finalement. Est-ce que vous êtes un peu déçu ou désarçonné du manque de soutien public de certains, ou est-ce que c'était attendu? Écoutez, moi je n'ai pas compté qui me soutenait. J'ai pas compté plutôt qui ne m'a pas soutenu. Déjà, je peux vous répondre, j'ai quand même eu un soutien de Reporters sans frontières qui m'a téléphoné, qui m'a apporté son soutien. Je n'avais pas vu leur message initial quand j'ai déposé plainte, mais ils m'ont bien eu et je suis accompagnée par leurs équipes, donc je pense que c'est important de le rappeler. J'ai eu beaucoup de confrères qui m'ont soutenu, beaucoup de rédactions, mes rédacteurs en chef de différentes rédactions avec lesquelles je collabore. Publiquement ou discrètement? D'accord. Publiquement, qui ont fait des articles, qui ont fait des tweets, qui ont fait des publications sur leurs réseaux sociaux, des articles extrêmement précis. Je pense à un article de Marianne, un article de Charlie Hebdo, des articles de l'Express, du Point, ce qui a entraîné justement qu'une de mes rédactrices en chef du Point, Géraldine Vossner, elle aussi, qui est déjà très ciblée sur les réseaux sociaux, le soit d'autant plus, parce on était toutes les deux attaquées ensemble sous un article qui parlait justement du fait que nous avions déposé plainte, l'IFOP, Écran de veille, Emmanuel Razavi et moi-même. Et en fait, j'ai vu beaucoup plus de soutien que je n'ai remarqué d'absence de soutien. Bon, c'est positif. C'est positif. Moi, c'est pour ça que je reste assez positive. Donc ça ne vous empêche pas de réécrire à nouveau sur ces sujets? Non, ça ne va certainement pas me museler, évidemment. Bien au contraire, ça me conforte dans le fait qu'il y a bien un phénomène de haine, qu'il y a bien un moteur de haine, et que l'on vise juste.
et qu'on tape juste, et que j'ai tapé juste pour que ça les pousse à ce point à tenter de nous museler. Surtout que les attaques à votre égard, c'est que de l'insulte. Il n'y a aucun argument, en fait. Non, effectivement, il n'y a pas d'argument concret. Alors, il y a certains qui vont m'accuser de ne pas avoir respecté le contradictoire parce que ça a été soulevé par un média. Mais en fait, je n'ai jamais répondu à ce média, tout simplement parce que j'ai les preuves du contradictoire. J'ai été relue par des avocats d'Albin Michel, à qui j'ai dû fournir les preuves de mon travail. Un journaliste ne doit pas donner ses sources. Non, tout à fait, déjà. Et en plus, je n'ai pas à répondre à d'autres médias pour leur donner des preuves que j'ai respecté le contradictoire. Je garde tout ça pour la justice. En l'occurrence, à l'heure actuelle, je peux vous le confirmer, je n'ai toujours pas reçu de plainte pour cet ouvrage, ni pour le précédent livre, Les Nouveaux Inquisiteurs, pour aucune plainte que ce soit, pour aucun fait que cela. Et si c'est le cas, je pourrais fournir les preuves du contradictoire, évidemment. Quel message vous feriez passer aux personnes qui sont d'accord avec vous, mais qui n'osent pas prendre position publiquement ? C'est très compliqué, souvent on me le demande. Et moi j'ai beaucoup de mal à encourager des gens à porter une voix publique, parce que je sais combien ça coûte. C'est dur, hein. Vraiment, je vous cache pas que c'est très dur là d'avoir vécu autant. J'ai vécu des menaces de mort concrètes, des gens qui m'envoient un couteau retranscrit, dessiné en me disant qu'ils veulent me tuer. Enfin, c'est des choses lourdes et très dures, et je pense que déjà psychologiquement pour moi c'est dur dans le cadre de mon travail, mais j'imagine pour des personnes qui peuvent être peut-être dans des situations d'instabilité émotionnelle ou psychologique. En l'occurrence, vous le disiez tout à l'heure, moi je ne suis pas juive, donc cet antisémitisme je l'ai vécu par capillarité. Non, je ne suis pas... pire encore, vous êtes, comme vous le dites, d'origine marocaine, et on a l'impression que chez les indigénistes et l'extrême gauche, il y a une volonté, d'ailleurs c'est marrant, au nom de l'antiracisme, d'essentialiser les musulmans, et quand on n'est pas de l'avis de LFI ou des indigénistes, on est ce qu'on appelle un arabe de service. Oui, c'est ça. Il faut vraiment les arroser, quoi. Mais c'est ce que subit d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophia Aram. Et ce qui est intéressant, ou encore l'imam Hassan Chalgoumi, parce qu'en fait, on va m'insulter de Chalgoumi, on va m'insulter de Sophia Aram en nous comparant tous les trois parce que nous serions arabes et issus d'une culture effectivement musulmane, même si nous ne le sommes pas forcément. Alors, dans le cas d'imam Chalgoumi, oui, mais Sophia Aram et moi, pas pratiquante. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que les gens qui lancent entre guillemets ces fatwas sont souvent des Français bien blancs, oui, bien tout à fait. C'est ce qu'a remarqué Emmanuel Razavi d'ailleurs dans un de ses posts. Il a dit que c'est assez fou quand même cette proportion qu'ont ces personnes à accuser des personnes issues de l'immigration de racisme, alors qu'eux-mêmes ne sont pas issus de l'immigration. Ce qui est fou parce que moi, quand j'ai pu avoir beaucoup enquêté sur les luttes militantes, on nous dit en permanence laissez parler les concernés. Et je trouve assez dingue. Je pense qu'ils n'ont pas très bien travaillé lors de déconstruction mais personnelle. pareil, c'est ces gens-là qui nous disent non, on n'est absolument pas antisémite, alors qu'il y a des sondages précis, notamment l'IFOP, qui montrent que 92% des Français de confession juive disent que la principale menace, c'est l'extrême gauche. Tout à fait. Ils disent non, c'est pas vrai. Absolument. Oui, ils le réfutent, tout comme ils vont réfuter des tropes antisémites, pourtant qui sont criants et qu'ils condamneraient tout autant s'ils venaient de l'extrême droite, et tant mieux qu'on le condamne. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie négation de ces sujets-là, tout comme il y a une négation de proximité affirmée, de collusion et de liens concrets avec des émanations des frères musulmans, par exemple. Moi, je sais que c'est pour ça que mon audition pose autant de problèmes à des élus insoumis. Vous pensez que votre audition a posé plus de problèmes, en fait, que le livre, finalement ? Je pense que les deux vont ensemble. L'audition, comme elle est en accès libre sur YouTube, sur le site de l'Assemblée nationale, etc., et qu'elle est très documentée et beaucoup citée dans le rapport à venir, en tout cas des informations que j'ai pu avoir, je pense qu'effectivement, c'est ce qui leur a posé problème et qu'ils sont beaucoup plus déstabilisés qu'ils ne veulent le laisser paraître. Et c'est la même chose pour mon confrère Emmanuel Razavi. Vous pensez que ces attaques sont en fait un signe de fébrilité ? C'est possible, effectivement. Vous avez, j'imagine, beaucoup de sources en interne à l'intérieur de ces organisations, associations, partis qui vous attaquent, des gens qui se taisent mais qui n'en pensent pas moins. Est-ce qu'il vous remonte en fait qu'il y a une certaine fébrilité qui règne dans leur rang ou pas ? Oui, alors ce qui va de pair avec la rage. De toute manière, quand un animal est blessé, il peut être beaucoup plus agressif. Là, en l'occurrence, ce qui va avec une telle obsession, une telle rage, c'est qu'on a sans doute effectivement visé juste et qu'ils sont peut-être dans une plus grosse perte de leurs moyens. Je pense en l'occurrence à des députés comme Thomas Porte qui, quand il me ciblait sur les réseaux sociaux suite à mon passage sur BFM TV où j'analysais l'audition de M. Jean-Luc Mélenchon,
Il n'a pas pu s'empêcher de m'insulter et de ricaner. Et quand moi j'ai rétorqué en lui rappelant des faits concrets, tout simplement, j'en prends au hasard, Rima Hassan qui reçoit au Parlement européen l'ALAB et Femiso qui est une émanation des frères musulmans en France, comme si c'était dans le rapport du gouvernement, Raphaël Arnaud qui reçoit le CCIE, ex-CCIF, etc. Des exemples, il y en aurait pléthore. Et je les rappelle un par un, je rappelle sa proximité assumée avec des membres du FPLP ou encore de Samidoun, etc. À ça, il n'est pas capable de répondre, il va juste répondre, je crois qu'il m'a traité de serpillière ou de gamelle de l'extrême droite, je ne sais plus. Il n'est même pas capable de répondre à ça. Donc il n'arrive pas à aller sur des faits. Les faits les désarçonnent. Et c'est peut-être aussi qu'il y a une partie, je ne sais pas de la majorité silencieuse, mais ou des militants qui ont pris large, qui veulent plus se mouiller avec eux. Et donc peut-être qu'il reste plus que les radicalisés. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Je peux encore une fois vous répondre par un fait. À cette même émission de BFM TV était entendu Cédric Brun, qui est un ancien de la France Insoumise et qui a quitté récemment la France Insoumise et qui non seulement confirmait les propos que j'ai tenus sur ce plateau, le replay est disponible en ligne, mais qui en plus confirmait la violence et la curée que l'on subit quand on ose dénoncer des cas d'entrisme. Peut-être une petite incise en quelques secondes pour les téléspectateurs qui ne savent pas qui est Cédric Brun, ce qui s'est passé. Cédric Brun est un élu LFI du nord de la France, syndicaliste, ouvrier, engagé au parti de gauche à la France Insoumise depuis une vingtaine d'années. Il y a quelques mois, il a dit qu'il y avait quand même un souci au sein de son organisation politique dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'avait été mis en avant, avec la bénédiction du siège, c'est ça, des profils ouvertement islamistes, qui se revendiquent comme islamistes d'ailleurs, par exemple M. Soufiane Iqiyoussen, fils d'un imam expulsé d'ailleurs pour radicalisme. Donc il avait dit qu'il quittait le groupe, que ça lui posait problème, que le parti se concentrait non plus sur le social, mais sur le sociétal, non plus sur les ouvriers, mais uniquement sur un type de population. Et effectivement, il a été banni, il a été accusé d'être harcelé, raciste, islamophobe. Oui, c'est terrible ce qu'il a subi, et il l'a rappelé justement sur ce même plateau. Donc en fait, ça vient totalement confirmer ce que vous avez dit. Mais c'est comme vous, l'idée c'est de dire, on va essayer en fait de descendre les gens qui connaissent la vérité de trop près pour éviter d'autres personnes. Mais d'où les accusations de lobbying des Émirats Arabes Unis qui sont complètement démentes. Là aujourd'hui, moi je peux vous répondre parce que j'ai fait exprès de ne pas en parler sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas à répondre de la même manière que je n'ai pas à donner de preuves de respect du contradictoire. C'est complètement fou. J'en parlais avec Reporters sans frontières. Moi j'ai mes bulletins de paye, c'est bien marqué pigiste, payé par un organe de presse français. C'est ce qui me sert en partie, vous le savez, vous êtes journaliste aussi, à avoir notre carte de presse. Donc à aucun moment, une pige me permettrait d'être une lobbyiste des Émirats Arabes Unis. En gros, je ne suis jamais allée de ma vie d'ailleurs. Du reste, dans le club des harcelés, il y a aussi l'Institut d'études IFOP, tout à fait, qui travaille sur des sujets qui sont liés aux faits religieux, qui montrent certains faits qui peuvent déranger ceux qui vous attaquent. Alors, l'IFOP, c'est un cas qui, encore plus, je trouve, illustre encore plus ce qui s'est passé, puisque, effectivement, celui qui a participé au sondage IFOP, en partenariat avec la revue Écran de veille que je citais tout à l'heure, sondage sur lequel, je vous précise, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas écrit dessus. Et c'est ça qui est encore plus fou, je suis attaquée pour ce sondage et pour cette revue, alors que je n'ai pas travaillé sur ce sondage. Donc cet institut est attaqué et menacé, mais son directeur, Frédéric Dabi, qui lui non plus n'a absolument pas travaillé sur ce sondage, est immédiatement ciblé avec des propos absolument gravissimes et antisémites notamment, faisant croire qu'il serait un complice d'un, je cite, génocide, un sioniste génocidaire, etc. Simplement parce qu'il aurait pu donner comme moi des interventions notamment auprès du CRIF. Donc on est parfaitement là on est ciblé par capillarité et tout ça pour nous faire taire suite à des propos et des informations que l'on délivre. Tout cet écosystème de harceleurs, c'est-à-dire en gros LFI, certains militants du parti, les indigénistes, etc., peut-être certains universitaires intersectionnels, féministes, on va dire un peu intégraux, est-ce que vous pensez qu'ils gagnent de l'influence dans la société, ou le fait qu'ils soient tellement agressifs, ça prouve qu'en fait, ils ne parlent plus qu'à un seul noyau et qui sont plus que jamais isolés? Il parle à un seul noyau. Je vais encore répondre par des faits comme toujours. Prenons la dernière marche féministe de lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet ô combien important, on le sait, encore plus en France quand on voit le nombre de femmes tuées sous les coups de leurs conjoints. On voit, selon les participantes et une ex-organisatrice à la tête de Nous Toutes, le manque de mobilisation cette année à la manifestation qui a encore tenu
notamment en rejet de la manifestation « Les féministes juives de Nous Vivrons ». Et on a pu voir comment non seulement les rangs de Nous Vivrons se gonflent, les rangs du collectif d'extrême droite Némésis aussi, mais comment les rangs de Nous Toutes et des autres collectifs baissent par rapport au nombre de participantes les années précédentes. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on pouvait voir à cette même manifestation, par exemple, brandi des drapeaux de la République islamique d'Iran. Et ça, on le voit sur d'autres choses parce qu'il y a d'un côté une réactivité quand même de la justice, en tout cas dans mon cas. Pas tout le temps, je peux l'entendre, mais aussi quand il y a des cas d'antisémitisme, des cas d'agression, il y a une réactivité de la justice. On a pu voir notamment un professeur d'université qui avait fait une liste, selon lui, de 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. La direction de l'université a réagi. Même chose là plus récemment avec un élu socialiste qui a tenu des propos antisémites sur Facebook. Socialiste? Oui, socialiste, un élu socialiste. Alors je vais peut-être pas donner son nom pour éviter, là ça vient de sortir tout à l'heure. Okay, c'est un élu, un maire d'une municipalité en Dordogne qui a tenu des propos antisémites, un commentaire antisémite sur Facebook, en employant notamment le terme « youpin ». Et il a été immédiatement exclu du Parti socialiste. Ça s'est déroulé aujourd'hui à l'heure où nous parlons. D'accord. Bon, bah voilà, il me manque un truc, c'est le désavantage de trop travailler au lieu d'être sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne travaille pas. Plutôt là, pour moi. Je vous en prie, non, je vous en prie. D'accord, donc vous êtes plutôt, on va dire, optimiste, notamment en voyant le travail de la justice. Ça me rassure en tout cas. Ça me rassure parce que j'ai été entendue. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne, dans mon cas, a immédiatement réagi. J'ai eu une réactivité de la justice qui m'a rassurée face à l'horreur de ce que je recevais. Je pense que le commentaire qui m'a le plus touchée, c'est un commentaire qui m'a été visé dès le 1er octobre et qui a été réitéré, qui a appelé à me faire une Charlie Kirk. Charlie Kirk en hommage à ce monsieur qui a été assassiné d'une balle dans la gorge alors qu'il débattait dans les universités aux États-Unis. Et ça, pour moi, je me suis dit, c'est vrai qu'on franchit quand même un cap. Parce que effectivement, et c'est ce qui va encore plus justifier le fait que toutes mes rencontres publiques maintenant sont protégées, toutes mes conférences, parce qu'on en vient à vouloir me Charlie Kirk. Cela dit, vos conférences, vos apparitions publiques, elles ne sont pas annulées, vous en avez toujours autant. J'en ai beaucoup trop, même je n'arrive pas. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent, je suis désolée, j'arrive pas. Il y a 5 jours dans une semaine sans le week-end, je n'arrive pas à aller partout. Et il y a à chaque fois énormément de gens. Lundi soir, j'ai fait une conférence, il y avait je ne sais pas combien de monde. Et vous disiez aussi en off que finalement, votre vie n'avait pas tant changé que ça. Alors, il y a des choses qui ont changé, je vais être réaliste, ça affecte beaucoup mes proches. Les menaces de mort, les insultes, ma petite sœur qui est à l'université, mon compagnon, certains amis, ils ne doivent pas dire forcément qu'on est proche, etc. Donc oui, ça nous affecte beaucoup. Sur le plan psychologique, évidemment, ça m'affecte, mais par contre, ça ne me fera pas taire. Et aucun de mes proches me demande de me taire, en tout cas. On va quand même finir l'émission, il nous reste 1 minute en étant optimiste, en disant que finalement, la morale de l'histoire, c'est que certes, vous êtes attaqué par des fanatiques, mais vous vendez beaucoup de livres, vous avez toujours des déplacements, les librairies, les universités ne se dérobent pas, les harceleurs sont poursuivis, mes rédactions me soutiennent. Les rédactions vous soutiennent, la profession vous soutient, la classe politique vous soutient. Donc finalement, on n'est pas si mal. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Voilà, on va finir avec cette petite note optimiste. Merci beaucoup, Nora Bussini.